Alors, bonjour, bienvenue à cette vidéo sur la nutrition et l'autisme. Donc, on va voir comment les autistes finalement voient l'assiette et ça va peut-être nous amener à nous-mêmes la voir autrement. Donc, c'est très facile de parler quand c'est pas notre situation. Alors, c'est vraiment pour moi un domaine qui me passionne beaucoup et j'ai toujours eu beaucoup de compassion finalement pour les parents qui avaient à jumeler leur mode de vie, jumeler la qualité de vie de leur famille et toutes leurs activités avec des enfants qui ont des défis particuliers. Alors, comme William Shakespeare le disait, c'est le métier de tous que de parler de patience à ceux qui se tordent devant le poids de la souffrance. Donc, c'est vraiment important de se mettre à la place des parents, des familles et des enfants. Alors, qu'est-ce qu'un enfant voit? Un enfant, premièrement, qu'il ait un trouble de l'autisme ou pas, euh, il ne voit pas les choses comme nous. Hein? Alors, dans notre assiette, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est des couleurs, c'est des formes, c'est plein de choses que finalement, on ne pense plus parce qu'on est devenu des adultes, mais c'est peut-être pas évident pour un enfant d'apprendre à jongler avec tout ça. Donc, je me rappelle une petite anecdote, je vais vous la raconter. Quand ma fille était vraiment petite, je crois qu'elle avait peut-être 3 ou 4 ans, elle a vu une de mes toiles qui avait vraiment beaucoup de rouge dedans. Il y avait des coulisses de rouge, il y avait toutes sortes de couleurs. Et quand elle a vu la toile, et je lui ai demandé comment elle la trouvait, elle m'a dit qu'elle la trouvait très sanctifiée, que c'était pas mal sanctifié, mon affaire. Alors là, c'est là que j'ai réalisé que elle, quand elle était allée à l'église, elle avait compris que sanctifié voulait dire plein de sang. Alors, au lieu de sanctifier dans la sainteté, elle a compris que à l'Église, que ton nom soit sanctifié quand on parle de Jésus-Christ, on parle de sang. Imaginez comment les enfants peuvent comprendre notre vocabulaire vraiment pas comme on le pense. Hein? On parle du fruit de vos entrailles, le fruit de vos entrailles. Ça donne pas le goût de manger des fruits. Alors, ça m'a rappelé l'importance finalement du vocabulaire. Puis, il y avait il y a toutes sortes d'exemples comme ça, sortis de ma pratique, de situations où les enfants nous font ressortir finalement euh, des choses qui sont évidentes pour nous, mais qui ne sont pas pour eux et qui rendent le langage assez difficile. Un autre exemple, un jour dans ma maison, il y avait des pyrales. Les pyrales, ça tourne en rond, hein? Alors, ma petite, toujours la même, me dit, Maman, regarde, il y a des spirales. Des spirales. Donc, ça fait beaucoup plus de sens d'appeler ça des spirales quand on observe le mouvement de la spirale. Si vous avez déjà vu des spirales, c'est vrai que ça tourne en rond et que ça monte vers le haut. Alors, encore une fois, rappelons-nous ça quand on essaye d'apprendre à nos enfants à bien manger. Parce que le vocabulaire, ça fait foi de tout, au fond. On ne peut pas manger quelque chose qu'on ne sait pas nommer et qu'on n'a pas finalement connu, qui n'est pas quelque chose de familier pour nous. Donc, l'autiste, en général, aime bien avoir les choses bien rangées. Alors, lui, c'est ça qu'il veut. Hein? Mais vous avez appris à vous en foutre, là. Ça ne vous dérange pas que les aliments se touchent. Alors, vous, ce que vous voulez, c'est des recettes composées, des bonnes lasagnes, des choses qui dégoulinent. Mais peut-être que ce n'est pas encore accessible à cet enfant-là qui a des défis particuliers et qui a juste finalement à apprendre à se familiariser avec cette variété-là. Mais, à prime abord, c'est un défi pour lui juste de voir des choses qui se touchent. Vous voudriez peut-être que l'enfant ait plus qu'une assiette, mais l'enfant autiste, il veut son assiette dans bien des cas. Et la couleur des assiettes et des ustensiles affecte notre alimentation. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a une référence ici, ça avait été publié dans
un journal, un journal connu, l'impact de la couleur de nos assiettes et de nos ustensiles sur notre consommation. Alors, c'est pas si bête de vouloir juste une assiette finalement. Moi, je me rappelle un jour où le lave-vaisselle a brisé chez nous et j'avais mes deux enfants en bas âge. Et finalement, il a fallu que je me mette à trouver des solutions en attendant que le réparateur vienne et on avait décidé qu'on aurait chacun une assiette, un bol, un verre et chacun avait son couvert. Et juste vraiment à ce moment-là, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, c'est pas bête d'avoir juste une assiette parce que je pense que c'était la plus belle semaine de ma vie parce que tout le monde devait relaver son assiette avant de manger et donc moi, j'avais pratiquement congé de vaisselle. Donc, on est un peu fous, nous, les adultes, à vouloir que nos enfants acceptent tout ça, puis on les drille un peu à des choses qui, des fois, ne font pas tellement plus de sens. Alors, quand nous, on voit ça, hein, des crudités, croquants, ça a l'air appétissant, c'est bon, mais vous voyez ça, mais peut-être que votre enfant, il voit un gros paquet de couleurs, hein, une roue de couleurs, puis c'est juste trop, trop pour lui. Vous, quand vous voyez qu'il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de ketchup, peut-être, sur n'importe quoi, peut-être vous dites c'est trop, mais peut-être que lui, ce qu'il veut, c'est goûter le ketchup parce qu'il n'aime pas les œufs en dessous. Et parce que quand il sait qu'il met du ketchup sur tous ses aliments, ça va toujours goûter quelque chose qu'il connaît, le ketchup. D'ailleurs, le ketchup, c'est quand même pas un aliment, c'est pas un condiment si mauvais que ça, hein. Il y a quand même des lycopènes là-dedans. Il y a des choses qui sont moins bonnes, mais il y a quand même des choses qui sont valables. Puis si ça peut lui permettre d'aller manger tout ce qu'il y a en dessous, ben des fois, on n'a peut-être pas raison de s'obstiner pour qu'il mette pas de ketchup. Alors, nous, on est capable d'assimiler différentes formes d'un même aliment, puis considérer ça un peu comme le même aliment, hein. De la compote de pommes, des pommes hachées, des pommes en purée, des pommes râpées. Ça fait partie de l'apprentissage qu'en tant qu'adulte, on a fait. Mais au début de la vie, hein, de l'apprentissage de l'alimentation, qu'est-ce qu'un enfant voit? Bien, il voit un, deux, trois, quatre, cinq aliments différents. Alors, il ne sait pas encore que c'est le même aliment et peut-être qu'il n'a pas envie de découvrir autant de variantes de cet aliment-là d'ailleurs. Et pour lui, ce qui est important, c'est beaucoup plus la texture et le son d'une pomme, ce que ça va faire dans finalement, ce que ça fait dans notre oreille, hein, le croquant, le craquant, c'est des sons dans la tête, toutes ces textures-là. Et il faut les assimiler. Et des sons, des crunch-crunch, des cracks, des pows, des squick-squick. Donc, il y a toutes sortes de sensations qu'on a oubliées qu'on avait et qu'on a, puis dont on n'est plus en contact, mais que les enfants autistes sont très près de leurs sensations et qu'ils perçoivent. Alors, c'est qui a raison là-dedans? Est-ce que c'est nous ou c'est l'enfant? Alors, vous lui proposez ça, du bon brocoli, puis lui, il imagine que c'est du végétal. C'est en train de manger des arbres. Et si vous voulez comprendre votre enfant, euh, quand vous lui donnez, par exemple, une tomate cerise, prenez-la les yeux fermés. Et vous allez voir que ça fait vraiment une explosion de jus dans la bouche. Et c'est peut-être quelque chose qui est difficile à gérer à ce moment-là, des choses qui éclatent comme ça dans la bouche ou des petits grumeaux qui se répandent partout. Ça a un rapport aussi avec la maturité du système moteur pour croquer, gérer, pour la mastication, la déglutition. Donc, il y a des enfants moins prêts à ces textures-là, mais qui, si on leur laisse le temps, on commence par des aliments cuits, des petits morceaux, où on fait juste les accepter tels qu'ils sont pendant qu'ils s'habituent, bien, des fois, on se retrouve avec la meilleure acceptation de la variété. Alors, si vous voulez qu'ils mangent tout ça, toute cette variété-là, mais que lui, il veut manger juste un représentant des groupes des fruits, un représentant des légumes, juste un produit laitier, juste des pâtes. Il veut tout du blanc. Et il veut des croquettes parce que c'est prévisible. Alors, il n'est pas le seul à vouloir ça. On se rend compte que parmi les enfants autistes, il y a vraiment, on se rend compte qu'ils veulent deux fois moins de tout.
Ça fait vraiment partie de leur façon de s'alimenter ou en tout cas de leur défi. Et c'est documenté, ça. Ça fait longtemps qu'on connaît ça. Là. C'est pas d'hier. Alors, quand on force, un peu comme les oies, ici qu'on gave, là, c'est une analogie un peu forte, mais euh, cette- la coercition, ça n'a jamais fait bon ménage. Alors, pourquoi on insiste autant finalement? On nous a convaincus comme parents que, puis c'est correct, là, je veux dire, il y a du bon là-dedans aussi, mais on a appris que l'enfant, il ne sait pas ce qui est bon pour lui, que c'est nous qui savons, puis on est là, puis on est là pour lui montrer qu'est-ce qu'il devrait manger, puis c'est des patterns qu'on a depuis longtemps, de génération en génération. Puis on a l'impression que s'il n'y a pas de variété, il n'y a pas moyen d'être en santé. Alors que ça dépend du choix des aliments, parce qu'il peut y avoir une piètre variété, mais les aliments sont tellement bien choisis et l'enfant en mange tellement en quantité suffisante qu'il les comble ses besoins finalement en bout de ligne. Alors, on insiste aussi pour finir son assiette. Mais là, alors, quand on exige de finir son assiette, on contrecarre le goût d'explorer, le goût de dire oui à quelque chose de nouveau, parce que si on dit oui à quelque chose de nouveau, mais qu'il faut qu'on finisse l'assiette, ça veut dire que ça se peut qu'on en aille pour un bout à manger quelque chose qu'on n'aime pas. Tandis que si on a le choix d'en laisser, mais qu'on a goûté, puis que ça suffit, puis c'est bon, quand on en a assez, on peut passer notre tour, bien, ça encourage les enfants à recommencer l'expérience. On a aussi dans notre tête de ne pas jouer avec la nourriture, pas manger avec les mains. Alors, on a des objets transitionnels, hein, des cuillères, des fourchettes. On apprend ça très, très, très tôt dans la vie. Mais ça contrecarre un peu l'exploration aussi avec les doigts. Puis la bouche, c'est en fait le premier contact tactile avec les aliments. Donc, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on n'est pas capable de toucher avec nos mains, puis le mettre dans la bouche. Hein. Quand l'enfant a le sein de la mère ou le biberon, c'est la bouche qui touche le lait. C'est ça la première expérience de l'alimentation. Alors, c'est très rassurant pour un enfant de pouvoir toucher sa nourriture avant de le mettre dans la bouche. On nous donne aussi des guides, des directives, le guide alimentaire canadien, on essaie de suivre ça à la lettre, on est des bons parents. Mais en fin de compte, est-ce que ça se peut, une vie sans guide alimentaire canadien, sans réglementation, juste à écouter sa propre envie? Est-ce qu'on peut vivre sainement quand on est un petit mangeur? Alors, des fois, on panique, puis vraiment, quand les gens viennent me voir dans ma pratique, c'est vraiment une grosse source d'anxiété, ça, de ne pas avoir tous les groupes alimentaires. Mais parfois, on dirait que l'enfant sait un peu, à quelque part, il va chercher des choses qui font du sens, puis qui finissent par donner un petit peu de tout. Puis, c'est pas aussi catastrophique qu'on le pense. Alors, mettons un enfant de 8 ans qu'il accepte juste 11 aliments. Alors ça arrive souvent là, avec des enfants autistes ou avec des enfants TDAH ou des enfants qui ont des problématiques sensorielles. Il prend juste du pain avec du Nutella, du lait, de la compote de pommes, du lait, des mini-carottes puis du cocon, juste ça qu'il accepte, des pâtes, du blanc de poulet, du jus d'orange. Il est correct avec ça. Il prend son lait puis ses biscuits au beurre d'arachide le soir. En regardant qu'est-ce que ça donne en termes d'analyse nutritionnelle. Alors, si vous voyez les pourcentages de satisfaction des nutriments, euh, les nutriments, ils sont pas mal tous comblés là, par son apport, même s'il n'y a pas de variété, parce qu'il en mange suffisamment. Quand il mange quelque chose qu'il aime, il en mange assez. Quand on lui propose quelque chose qu'il n'aime pas, bien, il arrête de manger puis on lui enlève ce qu'il aime. Donc, il y a des chances de moins combler ses besoins. Donc, il y a peut-être juste les fibres ici qui sont quelque chose qu'il faudrait regarder, mais tu sais, c'est pas rare de voir des adultes qui ne prennent pas de fibres. Alors, il y a moyen de pallier à ça par des moyens vraiment très faciles en changeant un petit peu ou en supplémentant certaines recettes sans que ça paraisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut au fond pour qu'un enfant soit en santé? Il faut qu'il y ait des glucides, des sources d'hydrates de carbone, pour au moins 40 à 55 des calories. Donc, on pense que les glucides, c'est pas bon, mais c'est ce qui donne l'énergie, c'est ce qui aide à développer le cerveau. Puis les protéines, c'est nos constituants de nos tissus, de nos organes, mais on n'en a pas besoin tant que ça finalement. Parce que ce qui nourrit notre cerveau et nos muscles, ce sont les glucides. Puis les lipides, c'est important. Donc, l'enfant se tient
plus proche du 38 de ses calories qui devraient être sous forme de lipides. Il en a besoin de plus que nous pour la croissance. Donc, des fois, ça semble être beaucoup, la margarine ou les choses qu'un enfant a envie de manger, mais on ne peut pas restreindre l'alimentation en glucides d'un enfant parce que les acides gras essentiels pour la croissance pourraient être compromis. Donc, une assiette équilibrée d'un adulte, on la voit souvent, celle-là, beaucoup, beaucoup de légumes, des produits céréaliers, des viandes de substitut, tout ça, là, c'est pour la plupart des adultes, ça peut faire la job. Mais pour un enfant, le fait de mettre moins de légumes va permettre un bon apport dans les sources d'énergie, un bon apport en lait, en viande, alors que, au fond, les besoins sont augmentés durant la croissance. Donc, si on prend trop de légumes, ben, on se retrouve avec une grosse partie de l'alimentation qui fait que l'enfant n'a plus faim quand c'est le temps de manger le reste. Alors, ça peut aussi finalement nuire à la croissance d'avoir une assiette à moitié remplie de légumes. On va aller chercher plus de fibres, mais on va aller chercher moins des autres nutriments. Donc, les assiettes plus modérées, si on veut dire, qui permettent un tiers, un tiers, un tiers, donc un tiers de fruits et légumes, un tiers de produits céréaliers et de pain et un tiers à peu près de sources de protéines, vont être plus adaptés pour la croissance, peu importe les enfants. Donc, il faut se déstresser, s'amuser, il faut aller chercher des recettes ensemble, il faut rendre ça agréable, des petites choses simples. Regardez, une tarte au jello avec du yogourt. Vous allez dire, c'est peut-être pas l'idéal au niveau éléments nutritifs, mais si on est capable de faire goûter du yogourt à un enfant à cause qu'on a mis du jello, c'est une bonne transition quand même. Donc, il faut y aller vraiment avec le plaisir de manger et s'amuser. Donc, c'est l'approche très sensorielle, très ludique que moi je propose, puis ça fonctionne toujours mieux que la coercition. Alors, pourquoi un autiste peut avoir des difficultés alimentaires? Pourquoi ils sont aussi souvent, finalement, plus affectés en termes de, de variété? Il est différent sur le plan sensoriel peut-être, mais aussi sur le plan comportemental. Hein. Il y a des choses auxquelles il n'a pas encore réussi à se familiariser ou les apprentissages actuels d'un enfant, il est peut-être rendu dans son stade de développement à socialiser, ben, il met toute son énergie là-dedans, puis là, c'est mieux pour lui de ne pas trop mettre d'énergie dans l'augmentation de la variété. Donc, il y a des choix à faire des fois et on a une certaine quantité de capacité à grandir et à se développer et on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il y a aussi parfois des différences, peut-être au niveau oromoteur, au niveau mastication, au niveau physique et peut-être génétique aussi. On sait bien maintenant avec la nutri-génomique, on va voir les gènes et quelle personne est plus à risque d'avoir telle ou telle difficulté, intolérance ou aversion. Et ça détermine vraiment hein, comment on est, ces gènes-là. Donc, on favorise la variété par des activités de stimulation à l'alimentation. Ça, c'est cuisiner avec son enfant, toucher des aliments, goûter des jeux à goûter, toutes sortes d'idées pour favoriser les capacités oromotrices, l'intégration sensorielle et également un comportement plus approprié à table. On peut utiliser le jeu pour ça. On peut faire des petites sessions de jeu, de, 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 de séances de thé. On peut faire jouer au restaurant. On peut faire plein de choses finalement avec les enfants pour qu'ils puissent jouer, manger et grandir. Donc, euh, dans, euh, dans le programme que je propose, il y a tout ça. Il s'appelle Manger, c'est sans sas. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez revoir sur l'école en ligne de Passeport Nutrition. Il est disponible. Et donc, avec le temps, à force de faire ces activités-là, on va attirer la variété en simplifiant aussi l'alimentation. Donc, en gardant ça simple pour pouvoir garder finalement de la place pour le plaisir de manger, rétablir une routine de repas qui serait peut-être un champ de bataille, là, puis qu'il faudrait finalement ramener un climat un peu plus favorable. Donc, c'est vraiment important la routine des repas.
C'est ça qui fait qu'on aussi, on va pouvoir avoir une belle communication avec nos enfants à tout âge, plus tard. Donc, ça vaut la peine d'investir parfois à faire certains compromis pour pouvoir se préserver ce lien-là qu'il y a entre la famille. Donc, il y a aussi plus de risques de troubles alimentaires à cause de troubles digestifs, des différences dans l'absorption aussi, qui n'est pas facile à diagnostiquer parce qu'un enfant autiste, il ne veut pas se faire piquer, il ne veut pas avoir des examens, donc ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi des différences au niveau de la flore intestinale des enfants autistes. On se rend compte qu'ils ont ils n'ont pas la même proportion de bons microbes dans leur intestin, ce qui fait qu'ils tolèrent peut-être moins bien certains aliments. Il y a des allergies beaucoup plus fréquentes aussi. Donc, il y a une certaine inflammation, là. C'est ça un peu qu'on se rend compte. On a vu avec le temps que on a pu démontrer que dans le cerveau d'un autiste, il y a des cytokines. C'est comme une espèce de messager de l'inflammation qui crée un certain brouillard, qui fait que ça veut dire que l'inflammation vient probablement de quelque chose qui n'est pas bien toléré et que l'alimentation pourrait jouer euh, pour pouvoir essayer d'améliorer le comportement. Pas pour guérir un enfant autiste. Un enfant autiste est comme il est, mais peut-être ne pas lui faire subir finalement une intolérance auquel il ne devrait pas être soumis, pas plus qu'un autre enfant ou qu'un adulte. Donc, ça dépend de l'objectif qu'on se donne. Est-ce qu'on devrait enlever le gluten ou pas, ou enlever certains aliments? Est-ce que c'est pour améliorer la tolérance? Si oui, ben, tant mieux. Si c'est pour améliorer le comportement et qu'on se rend compte que l'enfant a vraiment une meilleure disposition quand il ne mange pas ces aliments-là, ben, tant mieux, ça peut valoir la peine justement. Est-ce que c'est pour améliorer sa santé aussi? Parce que manger des aliments qu'on ne tolère pas, ça a des impacts au niveau de la santé. Donc, on prend les décisions en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin de faire et on pèse le pour et le contre. Et parfois, les avantages n'en valent pas les inconvénients. Donc, les nutriments dont on parle beaucoup ces temps-ci quand on parle d'autisme, ce sont le fer, le zinc, les folates, le magnésium, la vitamine B6, les oméga-3 et la vitamine D. On se rend compte plus difficile de combler ces besoins-là chez les enfants autistes. Alors parfois, vu qu'ils ne sont pas des grands mangeurs de viande, le fer et le zinc peut être vraiment compromis et les folates, ça se retrouve dans beaucoup de choses, mais en petite quantité et souvent dans des légumes, des choses que les autistes ne veulent pas. Donc, les oméga-3 encore là, est-ce que les autistes mangent du poisson? Pas très souvent. Et la vitamine D, c'est dans les produits laitiers, puis parfois on a de la difficulté à leur en faire manger, à leur en faire boire. Donc, qu'est-ce que c'est améliorer la qualité de l'alimentation pour un enfant autiste? C'est premièrement, il faut régler la question des oméga-3 parce que ça joue, c'est un facteur inflammatoire d'avoir trop d'oméga-3 par rapport à les oméga-6, puis ça peut contribuer finalement à cette inflammation-là qu'il y a dans le cerveau. Et on sait que les oméga-3 sont vraiment importants pour la bonne santé du cerveau. Donc, ça peut faire une différence. Manger moins transformé, ça aide aussi beaucoup parce qu'il y a parfois des sensibilités à des aliments, des colorants, des additifs, des choses comme ça qu'on peut peut-être ne pas se rendre compte qui nuisent au, au bien-être des enfants. Et ça vaut la peine parfois de cuisiner plus, donc en famille, encore mieux, faire de ça un côté agréable qui rejoint tout le monde. C'est quand même une bonne stratégie. Des aliments fermentés aussi, donc plus de probiotiques, ça peut aider. Et bien sûr, rectifier des carences. Rectifier les carences parce qu'il y a certains minéraux qui vont jouer sur la santé digestive, la santé en général, mais ils ont des symptômes de carence parfois qui vont toucher certains aspects du cognitif, comme la vitamine B12, entre autres, qui peut vraiment créer des états et des troubles de l'humeur sévères. Mais que c'est réversible, quand on ajoute la B12, ça disparaît. C'est pratiquement instantanément. Ça n'est juste un exemple, mais il y en a plusieurs. Donc, il faut assurer ici l'équilibre, comme je disais, des glucides, protéines, lipides, parce que c'est le carburant du cerveau qui est dans les glucides et de trop couper les sucres. Il y a une grosse mode de couper les sucres chez les enfants autistes actuellement. Donc, il faut peut-être couper les sucres blancs, les sucres raffinés, mais il ne faut pas couper toutes les sources de sucre. Il faut garder les bons sucres, les bons grains entiers, les sucres complexes.
Puis c'est là qu'on va chercher nos fibres aussi et nos vitamines B, du complexe B. Donc, on doit identifier les aliments non tolérés si on veut améliorer la qualité de l'alimentation. Donc, chaque personne a son alimentation optimale et il n'y a pas une recette pour chacun. S'il y a un processus inflammatoire, ça veut dire que le fait d'éliminer les protéines qui sont le plus inflammatoires et le moins souvent bien digérées par la population peut faire une différence. On se rend compte que la diète sans gluten, sans caséine, c'est celle qui fait le plus de résultats au niveau de l'amélioration du comportement ou du bien-être des autistes. Mais il y a des diètes qui vont vraiment de façon plus drastique, comme la diète hypotoxique, les FODMAP. J'ai vu des diètes vraiment dans ma carrière, des diètes où il n'y avait presque pas de glucides. Ça ressemble beaucoup à la diète keto. C'est pas des choses qu'il faut faire parce que ça compromet la croissance d'un enfant. Donc, souvent, pour réduire le processus inflammatoire, on a juste besoin de trouver la protéine qui cause l'inflammation chez l'individu. On n'est pas obligé d'éliminer tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est sûr que c'est qu'une fois que la protéine qui n'est pas digeste pour la personne commence à faire des dégâts, et ça devient un peu comme une passoire au niveau de l'intestin, puis ça va laisser passer après d'autres sortes de protéines qui ne devraient pas passer. Ça veut dire que le corps va se mettre tranquillement à rejeter des nouvelles protéines de plus en plus, puis ça devient qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est le premier agresseur finalement qui a créé tout ça. Fait qu'il faut. C'est très complexe, hein, puis ça va dans tous nos systèmes. Si vous regardez, les anticorps peuvent aller dans les systèmes, le cerveau. Chaque fois qu'il y a de l'inflammation, là, les cytokines, ils se promènent partout, partout. Le système reproducteur, le système des hormones, les reins, le cœur. Alors, qu'est-ce qui est pro-inflammatoire dans notre alimentation? Le mauvais gras, premièrement, ça c'est certain. Un ratio oméga 3, oméga 6 serait trop élevé. Des sucres raffinés, effectivement. Quand la flore intestinale est perturbée, donc il y a certains éléments de l'environnement qui peuvent faire ça. Et bien sûr, les grosses molécules, comme je vous disais, les grosses protéines, les gros peptides comme le gluten et la caséine, qui sont habituellement plus difficiles à tolérer pour l'humain. Ce n'est pas tous les humains qui ne les tolèrent pas, mais on se rend compte que quand il y a de l'inflammation, c'est souvent vers ces protéines-là qu'on doit commencer à chercher. Donc, anti-inflammatoires, des bonnes huiles, des aliments marins, le poisson, les vitamines D. Des bonnes huiles sont dans le poisson, mais sont parfois sous forme de suppléments, sous forme de graines de lin ou des suppléments qui goûtent bon, qu'on n'a pas besoin nécessairement que ça goûte le poisson. La vitamine D, les probiotiques, des épices, beaucoup d'épices aussi. Certains enfants aiment les épices, alors on peut en profiter pour prendre des épices anti-inflammatoires. Et dans plusieurs végétaux, on les retrouve aussi. Donc, qu'est-ce que c'est les signes possibles d'une intolérance alimentaire? Premièrement, il y a des enfants qui ont eu beaucoup, beaucoup de vomissements ou nausées dans leur enfance, des régurgitations, des choses comme ça. Ça, c'est un signe. Même si les vomissements sont plus présents, ça nous met une puce à l'oreille. Le reflux, qui est souvent silencieux, on ne le voit pas toujours. C'est parfois pendant la nuit, mais ça crée un dégoût de manger le reste de la journée. Donc, ça peut être à l'origine, finalement, d'une sélectivité alimentaire, mais si à la base, c'est juste une intolérance, puis on voit le reflux disparaître, puis ça vaut la peine d'explorer ces pistes-là. Aussi, il y a des alternances entre la constipation, la diarrhée. On voit aussi des profils comme ça chez les enfants intolérants ou qui ont des allergies. Des fois, ça se répercute dans la peau, hein, parce que les dermatites, entre autres les dermatites herpétiformes qu'on appelle, sont propres à la maladie cœliaque. Ça va affecter les membres, ça va être égal là, des deux côtés. Ils vont en avoir sur les bras, sur les jambes, puis ça fait des petits bobos qui ressemblent à des piqûres de moustiques qui apparaissent comme spontanément, comme si on s'était fait piquer, là. Mais ce n'est pas des piqûres de moustiques, ça arrive quand le gluten affecte finalement le système tégumentaire. La peau devient ce reflet-là de ce qui se passe et ce qui n'est pas toléré en dedans. Donc, comme le psoriasis aussi et l'eczéma.
Il peut y avoir des douleurs aussi articulaires en très bas âge, hein, j'en ai vu. Des enflures aux doigts, des enflures aux chevilles, des enflures aux orteils, des choses comme ça peut être un signe. Des problèmes respiratoires parce que les poumons sont la première éponge finalement des messagers de l'inflammation. C'est vraiment un organe qui absorbe tout ça. Des otites à répétition. Quand on a beaucoup de reflux, des fois, souvent, dans la nuit, ça va remonter jusqu'aux oreilles. Puis là, ça va créer un tableau clinique où ce que les oreilles sont souvent infectées. Donc ça peut être un signe. Et il y en a, j'en passe parce que c'est très individuel. On peut avoir n'importe quoi qui est signe d'une intolérance. Alors voilà, c'est la qualité de vie finalement, avant tout, qu'il faut regarder. Et pour une relation agréable avec la nourriture à long terme, en tant qu'adulte, je vous encourage vraiment à avoir une approche plus ludique. Et si vous êtes intéressé à avoir des trucs, des activités, des choses que vous pouvez faire avec votre enfant et aussi des explications sur comment on fait pour mieux gérer la sélectivité alimentaire des enfants, bien, vous êtes bienvenus d'aller procurer le programme sur l'école en ligne de Passeport Nutrition. Alors, merci et bon appétit!